parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis. On a un invité qu'on aime tous et qui nous en dit beaucoup. Des fois, nous fait réfléchir beaucoup. Souvent, nous fait réfléchir. Des fois, nous fait se sentir coupable. Mais bien souvent, on l'aime parce qu'elle est sympathique, mais qu'elle nous aide et elle nous donne des conseils. On a des amis, des connaissances autour de nous qui parlent de leurs difficultés à gérer leur alimentation. Vous me voyez venir avec un genre d'Isabelle Huot qui s'en vient, qui est devant moi. Donc, les troubles alimentaires, les jeûnes, les cures, les régimes, on en a beaucoup parlé, mais là, on va prendre le temps de s'arrêter particulièrement là-dessus. Et je dirais que l'élément très tendance, Isabelle en est consciente, c'est tout ce qui s'appelle les jeûnes. On va prendre le temps de regarder ça. Elle est qualifiée pour le faire. Elle va nous guider dans les méandres des troubles alimentaires. Isabelle Huot est docteur en nutrition. Bonjour Isabelle. Ah, Gilles, quel plaisir! Je m'ennuyais. Ben oui, je te comprends. Ben oui, je m'ennuyais de toi, vraiment. J'adore te voir. Oui, puis en même temps, vois-tu, je vais dire aux gens qu'on est dans tes bureaux à Montréal. Je suis content, à l'île des Sœurs. Oui. On le dira pas trop, mais dans les bureaux de Kilo Solutions. Alors, ça fait réfléchir. Quand on rentre, on voit des pèse-personnes, on voit des belles personnes qui travaillent. Oui. Non, c'est pas une culpabilité, mais ça me fait réfléchir. C'est ça, je veux pas amener de la culpabilité parce que pour moi, manger, c'est une source de plaisir importante aussi. Je sais que c'est vrai, en plus. Toi, tu le dis, tu te prives pas d'un verre de vin quand c'est le temps. Ouais. Le mot, les gens me parlent de toi beaucoup. Ça fait des années qu'on fait des choses ensemble, mais je veux te le dire. Ouais. Quand on me parle, il y a la fatigante, mais c'est sympathique quand ils disent la fatigante d'Isabelle avec son mot équilibre. Mais j'ai dit, savez-vous quoi? Il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux que ça. Ça reste vrai. Ça reste vrai. Elle a toujours dit, les régimes, c'est bon pour un temps, mais c'est pas bon sur le long terme. Voilà. Donc, bon, on va dire pour une approche holistique. Moi, c'est toujours ça que j'ai prôné. Complète. Okay. Kinésiologue, nutritionniste, psychologue, parce que le comportement alimentaire, c'est hyper important. Bouger dans le plaisir. Puis je viens de finir un live avec Dr Denis Boucher, justement, qui est à Québec aussi. Citoyen de Québec? Ben oui, puis il me disait à quel point on n'a pas besoin de s'entraîner avec tellement d'intensité pour perdre du poids. Tu sais, juste d'aller marcher, c'est bon. Bouger. Tu marches mais beaucoup, moi, je marche tous les jours. Écoute, je suis pas au plus mince que j'étais, mais je suis pas au plus gros. Ben non, je suis content. C'est surtout mon cœur. J'ai eu un bon test cet été. Je voulais te compter ça. Je sais pas si je devais le compter. Bon, on se dit tout. C'est des podcasts. On a le temps de parler. Je suis allé dans l'Ouest canadien avec ma famille. Et on est allé au lac Louise, puis la fameuse montée vers le lac. Écoute, c'est 4 km de montée, puis j'ai dit, je suis content d'une chose. J'ai trouvé ça dur parce que ça monte vraiment beaucoup. J'étais bien chaussé, tout était, puis il faisait très chaud. Mais j'ai dit, vois-tu, je suis arrivé en haut, puis je n'étais pas essoufflé tant que ça. J'ai dit, ça, c'est un bon signe. C'est mes marches à tous les jours depuis 4 ans. Ah, c'est les bénéfices de l'activité physique, c'est génial. Ça, j'ai trouvé ça bien, puis j'ai remarqué aussi que mon sommeil était meilleur. Tu sais, c'est vraiment ce qu'on entend qui nous atteint pas tant qu'on le vit pas. Tu sais, que tu dors mieux, quand tu manges équilibré, tu manges les légumes, tout ça. Fait que ça me fait tout le temps penser aux crèmes pour les femmes. Tu vas rire, mais souvent, tu sais, les femmes, à partir de 20 ans, vont dire, je fais attention à ma peau, j'ai une peau fragile, le soleil, puis tout. Fait que tu mets des crèmes au dodo, plus que les hommes. Les hommes le font, mais moins que les femmes quand même. Mais de plus en plus. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'hommes. Et, mais dans le fond, t'espères, parce que j'en parlais avec le docteur Claveau, il me disait, les gens espèrent qu'à 60 ans, ça va avoir fait le travail, mais tu ne sais pas tout de suite. Exactement. Puis c'est la même chose pour la nutrition. Dans le fond, ça demande certains efforts. Puis si tu veux le faire sur le long terme, encore plus. Mais si tu l'intègres dans quelque chose que tu aimes, là, tu vas être capable de toffer. Je suis d'accord. Vraiment. Puis j'aime ça qu'on mette l'accent sur pas juste le poids. Tu sais, quand tu aimes bouger plus, ben il y a plein de bénéfices à bouger plus. C'est le sommeil, comme tu dis, l'énergie, le fait d'arriver en haut, pas essoufflé. Mais écoute, juste ça, c'est merveilleux. Oui, c'est vrai, c'est un gros point positif. Bon, alors, j'ai pensé t'inviter pour parler des troubles alimentaires. Je sais que c'est important pour toi en tant que docteur en nutrition, ça doit revenir beaucoup. J'entends beaucoup de parler de gens qui ont des problèmes, des soucis avec la nourriture de différents ordres, leur poids, leur apparence et éventuellement l'estime de soi. C'est lié, hein? Et de plus en plus, puis on l'a vu avec la pandémie, là, ANEB, qui est un organisme d'aide anorexie, boulimie, disait qu'il y a une augmentation fulgurante des demandes d'aide, justement, de troubles alimentaires durant la pandémie. Les gens, la solitude, le fait de se priver des contacts sociaux a augmenté beaucoup la détresse psychologique, surtout chez les femmes, puis les troubles alimentaires, moi, c'est mon dada. J'en ai fait pendant 30 ans en clinique. Oui, j'ai vu des anorexiques, des boulimiques, mais j'ai surtout vu des hyperphagiques.
donc des gens qui souffrent de compulsions alimentaires, c'est manger une grande quantité de nourriture dans un court laps de temps, une période de 2 heures. Essentiellement des aliments riches en glucides et en gras, des chips. Mais physiquement, ça fait quoi au corps quand tu fais ça? Y a-tu un bien? Je suis pas en train de dire de le faire, là. Tu comprends mon point? Ceux qui le font, est-ce que c'est juste pour geler l'émotion. C'est vraiment un feeling d'une drogue. En tout cas, mes clients me disent, écoute, c'est comme si je me gèle, là. Puis souvent, il y a des codépendances. Comme une drogue. OK. Puis il y a des codépendances souvent, l'alcoolisme ou justement l'utilisation de drogues dures, troubles alimentaires. Oui, c'est souvent relié. Et puis, il y a souvent un trouble anxieux à la base, un trouble dépressif à la base. Et les compulsions alimentaires, là, ça touche 9% de la population. C'est quand même beaucoup. Les gens en perte de poids encore plus. Et c'est le seul trouble. Il y a une anorexie, la boulimie. La boulimie va avoir, oui, des grosses compulsions alimentaires, mais elle va se faire vomir ou faire une pratique d'activité physique très intense après pour éliminer les calories qu'elle vient d'ingurgiter. Ça, c'est la culpabilité qui parle, là. La culpabilité. Ça, c'est la boulimie. C'est 1% de la population. 2%. Tu t'en veux. Tu l'as fait, tu t'en veux? Tu t'en veux. Mais l'hyperphagique s'en veut aussi. Mais elle ne se fera pas vomir. Fait qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle va gagner du poids. Oui. Et ça touche les hommes aussi. Il y a 40% des gens hyperphagiques qui sont des hommes. Fait que c'est pas juste les femmes. Mais le 40%, est-ce qu'ils le savent tous? Non. Non. Parce que tu parles de stats, mais c'est stats de ceux qui se sont déclarés ou des gens dans la société qui ils savent pas, mais ils sont? Bien, c'est un bon point parce que c'est difficile à reconnaître. Puis, tu sais, le DSM, là, qui est un outil pour justement déterminer que c'est vraiment un trouble alimentaire, dans les caractéristiques, il faut que les crises de compulsion arrivent au moins une fois par semaine depuis 3 mois. Donc, est-ce que c'est récurrent que je vide le sac de biscuits? Tu sais, par exemple, tu veux manger un biscuit, mais tu finis par manger le sac au complet. Puis après, tu débordes sur le 2 litres de crème glacée. Puis après ça, tant qu'à y être, on va, parce que le temps qu'à y être, il est super fréquent. Tant qu'à avoir gâché ma journée. Est-ce que il est vu comme négatif ou il pourrait être comme positif? C'est tellement bon, je suis pas capable. Genre, ça peut être les deux, hein? Tu as toujours la culpabilité qui est associée. Tu sais bien que ça n'a pas d'allure, là. Justement, tu te sens coupable, ton estime, tu parlais d'estime de soi. Après ça, tu as un dégoût de toi, tu te sens pas bien dans ta peau. Fait que moi, j'invite vraiment à consulter parce que, comme tu dis, est-ce que les gens le savent? Je pense qu'ils savent qu'ils ont un problème, mais de là à le dire à quelqu'un, de là à avouer j'ai besoin d'aide. Oui. C'est le pas à franchir. Reconnaître qu'on a un problème. Reconnaître qu'on a un problème. Puis ça touche tellement de monde. Hey, prenez ton 9 c'est 700 000 personnes au Québec. Là. C'est 700 000 personnes qui souffrent de ça. Souvent autour de soi, il y en a peut-être. Ben oui, j'ai vu des femmes dans mon bureau qui me disaient, mon mari, là, c'est même pas 40 ans de mariage. Des femmes qui se levaient la nuit pour... avec des fringales folles. Des fringales folles, de manger pendant 2 heures à peu près tout dans le garde-manger. Même une qui avait fait à peu près 3-4 recettes de gâteaux Duncan Hines. Manger les 4 gâteaux la nuit. Arrête! Le mari se lève le matin, il dit, me semble ça sent le gâteau. Mais non, tu dois te tromper. Je te dis, ça, c'est vraiment des cas que j'ai vus en clinique au fil des années. Et on peut s'en sortir. C'est ça. Puis, parce que ça vient avec... Je me fais pas confiance, j'ai pas d'estime de moi. Souvent, qu'on gratte dans l'enfance, il y a eu soit des abus sexuels, il y a des trucs dans la famille aussi qui sont reliés aux troubles de comportement alimentaire. Toi, comme consultante et comme docteur en nutrition, est-ce que tu vis... J'ai pensé à toi la semaine passée, tu vas rire, tu vas dire, Caroline, pourquoi t'as pas... Mais tu vas voir, chez mon dentiste, et l'hygiéniste dentaire me pose des questions. Puis là, le dentiste vient me voir. OK, bon, parfait. Il dit... parce que l'hygiéniste me demande, elle dit, est-ce que vous brossez les dents 2 fois par jour? Tu sais, c'est mensonge sympathique. Il manque toujours ça. Oui, sauf que ce que le dentiste me dit, il ment tellement qu'il faut qu'il s'ajuste. Parce que les gens vont dire, oui, mais les autres voient que ça se peut pas. Ça se peut pas que tu te brosses 2 fois les dents par jour. Ça se peut pas que tu passes ta soie dentaire. Mais t'es porté à dire pour avoir la paix. Oui, je prends la petite brossette, puis 2 fois par jour, puis finalement, c'est 1 fois par 3 jours, tu sais, on le dit pas. Mais le médecin, le dentiste me dit, c'est parce qu'on sait là, qu'il y a un autre... On sait que tu le fais pas vraiment. Fait que j'aime bien mieux que tu me dises la vérité. Dis-moi la vérité. Fait que là, on a ri de ça. Ah oui, tellement. Là, j'ai dit, ça doit être tellement la même chose pour un docteur en nutrition puis des diététistes. Qu'est-ce que vous mangez quand tu fais la liste? Fais-moi la liste de ce que tu manges. T'as pas le goût de dire que t'as mangé 4 Joe Louis, là. Ben, tu comprends? C'est une partie du problème pour vous, de saisir la vérité?
Oui, c'est un très, très bon point, mais j'arrive pas mal, moi, à première rencontre, à avoir leur leur dire à la personne, c'est parce qu'il faut que tu me dises, si tu veux que je t'aide, il faut que tu me dises la vérité. Oui, je l'ai dit quelques fois où je sentais qu'il y avait un manque d'ouverture, mais la plupart du temps, tu dis, si elle vient voir une nutritionniste, c'est qu'elle a envie qu'on l'aide. Oui. Puis si tu as envie d'être aidé, ben il faut être transparent, puis dire... Puis de vraiment raconter toutes les compulsions alimentaires, même si c'est difficile, mais ça doit être libérateur pour ceux qui réussissent à le faire, à tout te dire. C'est tellement libérateur. Puis après ça, on travaille sur les pensées. C'est la thérapie cognitivo-comportementale. Fait que j'ai mangé un biscuit, je me sens coupable, je suis pas bonne, mon régime a flanché. Qu'est-ce que tu peux te dire? Changer cette pensée automatique-là qui est négative vers quelque chose de positif. Donc, j'ai mangé un biscuit au chocolat. Bon. C'est pas l'idéal. Ça m'a fait plaisir. J'ai un bon goût de chocolat noir qui me reste en bouche. C'est bien correct. J'ai le droit de manger tout. Je suis pas dans un régime restrictif. Donc, on passe d'une pensée qui est négative. Je suis pas bonne, j'ai mangé, mon régime est gâché, je vais encore engraisser, encore un échec. Puis rendu plus loin, c'est d'abord, il est trop tard, je suis rendu gros, c'est pas grave, continue. Ben c'est ça. Si fait que c'est changer tes pensées. Ouais. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Puis c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Cessez de manger vos émotions » avec la psychologue Catherine Sénécal, un livre qu'on a traduit en allemand, en italien. Ça touche tout le monde, les compulsions alimentaires. Puis c'est beaucoup apprendre à gérer ses émotions. Puis c'est pour ça qu'il y a eu tellement une augmentation des troubles alimentaires durant la pandémie. Toi, t'es pas surprise de ça qu'une crise comme ça? Quel est l'élément? C'est-tu l'élément où on s'est ramassé tout seul puis on voyait plus de monde? Oui. Entre autres? Entre autres, l'anxiété, le stress. Les psychologues me disent, j'ai parlé à quelques psychologues de l'anxiété chez les jeunes. Il y en a qui se garochent dans l'astrologie parce qu'ils savent plus à quel sein se vouer. Fait que là, c'est psychologique tout le temps? Oui, puis l'anxiété, c'est généralisé maintenant, puis beaucoup chez les jeunes. Beaucoup de jeunes qui prennent la médication pour l'anxiété. Puis il y a un lien entre les troubles anxieux, les troubles bipolaires et la compulsion alimentaire. C'est vraiment des comportements qui sont reliés. C'est sûr que tu as des aspects sociaux, génétiques. Mais ça part d'en haut. Ça part d'en haut, puis les médias sociaux aussi. Tu sais, je vois les jeunes toujours sur TikTok et puis Instagram, puis là, tu vois les modèles qui sont véhiculés. Féminin, masculin, mais tu sais, Ça correspond pas à tout le monde, là, on est d'accord? Ça correspond pas à tout le monde. Tu sais, ça, je trouve ça déplorable, puis de se définir à travers les j'aime, puis les filtres utilisés. Tu sais, t'as 18 ans, puis tu mets des filtres pour t'améliorer sur les réseaux sociaux. Fait que c'est sûr que ça, je déplore ça, et ça fait en sorte que il y en a de plus en plus de troubles alimentaires. Puis là, on parle d'hyperphagie, mais les plus jeunes, c'est l'anorexie aussi, la boulimie qui va toucher plus les jeunes. Et plus tu vieillis, bien, plus c'est l'hyperphagie boulimique. Mais est-ce que, par exemple, la boulimie ou l'anorexie peut aller assez loin si c'est pas contrôlé, pour se ramasser à l'hôpital à l'urgence? Moi, cet aspect-là, je le connais moins. Oui. Ah oui, absolument. Ça peut aller à l'extrême. Anorexique, tu peux vraiment décéder. Là, j'ai vu des anorexiques qui prenaient 2 paquets de gomme par jour pour pas manger. Fait que c'était que de l'eau. Il y a un peu de sucre, à peine, puis du sucrose, peut-être à peine. C'est ça, du faux sucre, en fait, là, juste pour... Puis des fois, beaucoup de café, juste pour calmer la faim, pour tenir le coup. J'ai eu des mamans qui venaient me voir que toutes les nuits, allaient surveiller leur fille pour savoir, être sûre qu'elle respirait, parce que tu tombes en bradycardie, ton cœur ralentit, t'es hospitalisé. Donc, toi, parfois, c'est la mère qui va appeler pour sa fille. Oui. Ou son fils, mais c'est plus féminin, c'est plus féminin? Plus féminin. Okay. Plus féminin. Okay. Mais c'est sûr qu'il y a des gars aussi, mais c'est 10 okay, c'est 10 90 féminin. Et quand j'ai étudié à Sainte-Justine, quand j'ai fait mon bac, j'étais en stage en anorexie, justement. Et donc là, c'était vraiment des filles. Il n'y avait pas de gars à l'époque qui étaient hospitalisés. La boulimie, tu parlais du dentiste. Quand tu vomis tout le temps, ça cause une érosion dentaire incroyable. Un dentiste peut soupçonner. Il peut soupçonner par ta bouche. Ben oui, parce que c'est de l'acidité qui remonte constamment. Donc, vomir constamment, ça affecte énormément la dentition, l'érosion dentaire. Tu peux tomber en hypotension. Tu peux en décéder aussi. Donc, anorexie, boulimie, c'est très dangereux. L'hyperphagie, tu vas gagner du poids. Fait que, tu vas plus développer un diabète, d'autres problèmes de santé métabolique. Là. Quand une mère, je prends l'exemple encore, une mère t'appelle, puis
on peut présumer qu'elle a essayé avec sa fille et ça marchait pas. Ça doit être délicat pour une docteure comme toi d'aller intervenir auprès de la fille qui probablement veut rien savoir. Oui, c'est délicat. Puis des fois, ça prend quelques rencontres. Ça marche des fois quand même. Mais ça marche. Ah, écoute, ça marche tellement. J'ai plus vu d'hyperphagiques que d'anorexiques, mais je pense à 2 filles anorexiques que j'ai suivies qui, aujourd'hui, sont guéries puis que sont passées d'un 70 livres à un 130 livres, là, un poids normal. Puis elles m'écrivent encore, les filles... à quel point ils sont heureuses dans leur vie, à quel point il y en a une qui a fondé une famille, puis sont guéries de ce trouble alimentaire-là. Et ça, je trouve ça merveilleux. Moi, je prends ça à cœur, vraiment. Là. Je suis très empathique dans mes interventions avec mes clients, donc je suis ravie de voir ça. Quand tu regardes, Isabelle, les gens, tu dis que c'est plus les femmes qui ont des troubles alimentaires connus. Est-ce que quand tu remontes à la source, il y a souvent 2-3 affaires qui amènent là, ou s'il y a toutes sortes de sources qui peuvent amener aux troubles alimentaires? Il y a plein de choses. C'est sûr qu'il y a des troubles de personnalité qui peuvent amener là, mais j'ai vu dans des gros troubles des abus sexuels, des agressions, de la violence. J'ai vu ça. J'ai vu dans d'autres cas, non, juste... après, t'es bonne à rien, t'es une tarte, puis tout, c'est pas, exactement. C'est pas idéal. Là. Oui, mais j'ai vu des cas moins graves de filles, par exemple, où la maman était toujours au régime. Donc, pour elle, son modèle, c'est une maman qui surveille constamment son alimentation. Donc, si j'ai pris du poids, je vais être moins belle, je vais être moins bien vue par ma mère et autres. Oui, puis des commentaires des parents aussi disaient « Oh, tu t'enrobes un peu, genre une fille de 12-13 ans qui commence à avoir ses règles, ses menstruations, que le corps change. Okay. Du point de vue hormonal. Puis là, la maman dit « Oh, là, faudrait que tu surveilles ça, tu surveilles ça, tu surveilles ça. » Et des mamans très rigides qui imposent ça un peu à leur fille alors que le corps est en train de changer. Ça aide tellement pas. Donc, pas de commentaires sur le poids. Vraiment, ça peut juste augmenter le risque que votre enfant, homme ou femme, tombe dans des troubles de comportement alimentaire. Est-ce que c'est peut-être niaiseux ce que je veux dire, mais serais-tu porté à dire la personne qui a un problème de poids, c'est elle qui le sait le plus? Oui, tu sais, des fois, on ne l'avoue pas, mais quand tu embarques dans tes culottes puis la ceinture ne fait plus, tu comprends? Que quelqu'un arrive, mettons ta soeur, ta mère, tu dis « Eh mon Dieu, tu n'as repris pas mal ». Il n'y a personne à qui ça fait plaisir. Là. C'est très, très, très blessant. C'est ça, très blessant. C'est pour ça que tu sais que tu as pris du poids. Peut-être que tu t'en vantes pas, peut-être que tu fais pas ce qu'il faut pour le perdre ou contrôler. Mais voyons. Mais c'est ça que les commentaires, c'est jamais gagnant. Là. Ça peut vraiment perturber. J'ai vu des filles qui ont arrêté de voir leur mère, justement, parce que c'était trop difficile à chaque fois qu'ils voyaient leur mère. Je pense à une, entre autres, cette semaine, qui me dit, ben écoute, après ça, j'arrivais à la maison puis je dévalisais le garde-manger parce que ça venait trop me chercher les commentaires qu'elle faisait sur mon apparence, sur mon poids. Fait qu'il faut être vraiment prudent. Puis il y a un autre cas que j'ai vu souvent, c'est des femmes qui se mettaient à perdre du poids. Puis à un moment donné, elles sentaient le regard des hommes, bien souvent, soit des femmes qui ont été agressées, sentaient le regard des hommes qui changeait. Donc, se sentaient plus désirable. Des fois, c'est gagner du poids pour t'enrober et devenir moins attrayante, entre guillemets, pour les hommes. Pour la sexuelle, par exemple, ou te protéger. Tu sais, créer une enveloppe qui te protège. Puis écoute, même une qui m'a dit, écoute, moi, quand je me sens plus désirable, j'ai peur de tromper mon mari. Fait qu'elle elle a plus d'offres, elle a plus d'yeux. Oui, elle a plus. Puis elle dit, je suis très sollicitée. Puis j'ai le goût de sauter la clôture. Puis mais c'est pas ça qu'elle veut, fondamentalement. C'est ça. Moi, j'aime mon mari, donc pour me protéger, je vais rester à ce poids-là parce que j'ai moins de tentation. Qu'est-ce que tu dis à une personne qui dit ça? Écoute, bien là, ça elle me l'a avoué au bout d'une vingtaine de rencontres. Fait que ça m'a pris du temps pour que j'ai dit, pourquoi tu bloques toujours à 180? Je comprends pas. Notre objectif, c'était 140. Puis à chaque fois, on passait de 250, 180. Puis c'était toujours bloqué à 180. Puis en creusant, on a pu trouver ça, que c'était ça. Est-ce que ton objectif, c'est de faire changer ça? Oui, c'est ça. C'est de travailler autre chose pour savoir pourquoi qu'elle avait envie de tromper son mari. Puis ça, mais là, rendu là, c'est de la psychologie, c'est plus de la nutrition. Mais pour te dire qu'en 30 ans, j'ai vu des cas fascinants. Quand on lit que plusieurs fois par jour, les gens regardent, soit dans le miroir, regardent leur corps, pensent à leur corps... Il y a le lien entre le corps physique, l'estime de soi, puis le bien-être psychologique avec ça. Tout ça est lié?
C'est lié, mais je dirais de moins en moins parce qu'on est beaucoup dans un courant de diversité corporelle, de s'accepter tel qu'on est. Et ça, je pense qu'il va falloir que ça se traduise dans les réseaux sociaux aussi, que je sens pas tant cette vague-là d'acceptation avec les différents formats corporels, de différentes couleurs de peau, etc. Fait qu'il faut... mais cette vague-là est intéressante, surtout pour les jeunes, je trouve. OK. De s'accepter avec ses différences, que ce soit un handicap, que ce soit des gens trop minces, parce qu'il y en a aussi qui veulent gagner du poids, qui ils se sentent pas bien, qui n'ont pas d'estime d'eux parce qu'ils se trouvent maigres. Ça, j'en ai vu. Mais tu sais, il y a des nouvelles façons de déployer, mais ça a toujours existé, ça, j'imagine, un peu de la comparaison entre les filles, les gars, l'attrait, l'attractivité. Moi, c'est drôle, je parlais à des amis récemment, puis on disait, nous, au secondaire, là, on portait pas attention à notre poids. T'sais. Moi, je mangeais des gâteaux vachons, sandwich au jambon, pain blanc. T'sais, c'est ça qu'on mangeait, là. Ben, c'était comme ça, c'est vrai. C'était comme ça. Tu mangeais ce qu'il y avait sur la table chez vous, là. Exact. Des Joe Louis, puis tout ça. C'est ça qu'on mangeait, puis je regardais, on jugeait jamais le poids des autres. On n'enviait jamais le poids. Hey, elle est plus mince que moi. On n'était pas là-dedans. On bougeait dehors, on avait du fun à faire. T'sais, on mangeait pas super bien. Une fille qui était belle, un beau visage, tu le reconnaissais, tu disais belle, un beau garçon, mais ça a toujours été, sauf que... C'était moins défini par le corps. Était pas là. Okay, pas du tout. Beaucoup moins, du non, tout. Okay. Pas le culte de la minceur. Non, imagine. Ça fait 30 ans? Exactement. Quand même. Il y a 30 ans, il n'y avait pas cette culte des régimes, cette culte... Tu sais, on mangeait un peu n'importe quoi, puis on bougeait, puis on avait du plaisir, mais il n'y avait personne au régime dans ma classe. Aujourd'hui, quand on pense que les filles de 9 ans, il y en a plein qui se mettent au régime à l'âge de 9 ans, des statistiques, je te dis. Oui, 9 ans sont déjà au régime. Déjà, les filles comparent leur corps, puis de plus en plus les gars aussi. Puis ça, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, j'en suis convaincue. Hein? C'est sûr. Mais oui. Puis les modèles aussi, les grands les modèles de top, je disais top modèles, mais des Kardashian, des grosses émissions de télé qui ont été populaires, tout ça. Ça, dans le temps, nous, c'était nos modèles, mais maintenant, c'est beaucoup des modèles, les YouTubers, puis les influenceurs. Puis, t'as raison. Tu sais, c'est vraiment ça. Les facteurs aggravants de tout ça, on en a parlé un petit peu, c'est-à-dire s'il y a des problèmes familiaux, c'est sûr que ça aide pas. S'il y a un stress, puis le stress est assez présent. Tu parlais de l'anxiété chez les jeunes. Beaucoup d'anxiété. Dépression. Il y a beaucoup de dépression en parallèle, l'hyperphagie notamment. Là. Vraiment. Ça va pas bien, Caroline, parce que les psychologues disent qu'ils sont inquiets du stress et de l'anxiété chez les 15-30 ans, là, entre autres. Vraiment. Les 15-30 ans, oui, absolument. Il faut trouver des solutions parce qu'il y a trop d'attentes pour les psychologues. Là. Même moi, j'essaie de référer des clients. Écoute, tu as des 2-3 mois d'attente. Tu fais quoi? Les programmes d'aide, il y en a. Il y a ANEB. Je pense à l'hyperphagie, ANEB, qui offre des ressources gratuites. On peut les communiquer avec eux par texto dans le milieu de la nuit, puis ils vont répondre. Ça je trouve ça extraordinaire. J'ai-tu d'autres choses à dire sur les troubles alimentaires? C'est toi qui regarde ta feuille. Là. Le perfectionnisme aussi, ça, c'est très fréquent chez les anorexiques hyperphagiques aussi. Des gens très durs envers eux. Et ce qu'on a observé... Exigeant trop. Exigeant. Et pour l'hyperphagique, c'est souvent des gens qui ont un don de soi, qui aiment donner, qui font beaucoup de bénévolat, qui pensent toujours aux autres et qui s'oublient. Puis ça, c'est pour ça qu'on voit ça un peu plus tard. Souvent, j'ai des mères de famille, les enfants sont grands, enfin, ils peuvent commencer à penser à elles, puis qui m'avouent, ça fait 15 ans que je souffre de compulsion alimentaire. J'avais pas le temps de m'occuper de moi. Puis c'était toujours de penser aux autres, de plaire aux autres, de tout faire pour les autres, mais de s'oublier. Puis ça, c'est un pattern psychologique qui revient souvent dans les troubles alimentaires. J'ai une question qui vient en tête liée à ça, mais liée à la pandémie. Je veux juste savoir si ça a du sens, puis c'est réaliste. On est en pandémie, on est privé de plusieurs de nos plaisirs. On peut pas aller voir le Canadien, on peut pas aller voir nos amis, on peut pas aller jouer au soccer, on peut pas jouer au hockey, on peut pas faire mes activités habituelles. On a l'impression d'être privé de tout. Par contre, l'épicerie est ouverte. Quelques restaurants, tu sais, quand on dit c'est quelqu'un qui me faisait remarquer ça, quand on dit tous ceux qui ont fait du take-out, c'est rarement... Santé, c'est ça, je veux dire, c'est très free. Tout ça, ah oui, t'as raison. Moi, je pense que si tu additionnes ça, les frustrations de tous les petits plaisirs de la vie qui sont pas juste alimentaires. Là. Il y en a beaucoup qui sont alimentaires, du chocolat noir, un petit verre de vin rouge. On a tous vécu ça. Mais je parle des plaisirs de notre jouer au tennis avec ses amis. Bon. Fait que quand t'es privé de même, c'est comme si tu avais une grande frange de la population qui arrivait dans des conditions qui sont celles
qui ont des troubles alimentaires? Écoute, c'est prouvé. On a 31 plus de malbouffe. Je pense que c'est 25 plus d'alcool. Oui, c'est trouver des petits plaisirs dans la bouffe, du réconfort dans les aliments souvent sucrés, riches en gras. Fait qu'on l'a vu, les gens ont mangé plus de sel, plus de sucre. Il y en a d'autres qui en ont profité pour se mettre en forme puis sortir, bouger à l'extérieur. On en voit aussi, mais en majorité, les Québécois ont gagné. 5-10 livres. 6 à 10, c'est exactement ça. C'est ça. 6 à 10 livres durant la pandémie, vraiment. Sur 20 mois, peut-être, puis là, il y en a qui... La fermeture des gyms, 31 ont fait moins d'activité physique. On a remplacé les gyms par le gin. C'est exactement. Ben oui, puis même nous, on disait, bon, ben là, c'est lundi, on se prend un petit apéro. Ben oui. Avant, c'était jeudi, vendredi, c'était rendu le lundi. Fait qu'à un moment donné, il faut remettre une routine et puis remettre les bonnes habitudes. Là, on se garde du temps pour parler des jeunes. Je veux parler des jeunes. J'ai vu un article que tu as vu aussi dans le Gala français, et eux autres voient un phénomène, entre autres, dans l'Hexagone, mais en Europe, qui est très, très fort. Toi, tu me dis que c'est fort aussi en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, les jeunes. Et je vous fais un petit scoop. En parlant avant de commencer, je vais laisser Isabelle, parce que c'est elle la docteure en nutrition, mais elle me dit, il n'y a pas que du mauvais là-dedans. Oui, t'es pas en train de dire, je vais lancer des jeunes, mais parce que les régimes, tu disais, ça fait un temps, mais on peut pas baser sa nouvelle vie ou son hygiène de vie sur des régimes. Non, pas du tout. Pas, là, ça marche pas, c'est du yo-yo. Puis le yo-yo, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. C'est là, on sortira pas d'ici, puis je vais dire au monde de faire des jeûnes. Non. Mais le jeûne intermittent, je me suis attardée beaucoup parce que j'ai beaucoup de clients qui faisaient ça. On sait que le jeûne, on peut le faire pour des raisons religieuses. On pense aux musulmans qui vont faire le ramadan pendant 30 jours, où tu ne manges pas et tu ne bois pas. Donc ça, c'est très sévère, mais c'est vraiment comme une forme de jeûne intermittent. Nos parents faisaient le vendredi poisson et le carême. Bon, mais on mangeait, mais très léger quand même. Mais pas fou. Moi, j'ai travaillé à Marrakech, puis j'ai été là souvent dans des mois de ramadan. Puis tu sais, il fait 40 degrés, tu peux pas prendre une gorgée d'eau. C'est pas facile. Tu peux même pas prendre tes médicaments. Tu sais, c'est très restrictif du lever du soleil au coucher du soleil. Puis selon quel mois de l'année ça tombe, ben quand ça tombe en pleine... T'as-tu hâte qu'il se couche? T'as-tu hâte qu'il se couche? Puis là, c'est la fête, par contre. Tu brises le jeûne avec les dattes qui t'apportent du sucre concentré, avec une soupe qu'on appelle la soupe harira avec des pois chiches. Tu sais, là, tu fêtes durant la nuit. Bon. Il y a différents types de jeûnes. Le jeûne alternatif, où tu, par exemple, manges une journée, le lendemain, tu jeûnes. Le jeûne modifié, la méthode très populaire en France, qui est le jeûne 5-2. Tu manges normalement 5 jours et tu jeûnes 2 jours. Et là, jeûner, c'est-tu intégriste? C'est quoi jeûner? Bonne pas d'eau, pas rien? Ou, ça non, dépend? C'est plus comme c'était. Le jeûne de 2 jours proposé, c'est tu manges 25 des calories de tes besoins énergétiques. Fait qu'au lieu, tu vas manger 500 calories par jour au lieu d'en manger 2000 en moyenne. Fait que, c'est quand même moins pire que le jeûne intégral ou les cures de raisin ou les jeûnes qui étaient très, très populaires quand j'ai fait mon bac au citron. Il y avait il y avait ça. Il y avait les cures de raisin de plusieurs semaines. Et, ça te faire aller aux toilettes un petit peu, ça? Juste du raisin? Écoute, puis ça, on était vraiment contre là, comme nutritionniste. J'espère. Et là, mais l'approche modifiée est différente. L'approche la plus populaire, c'est le jeûne limité dans le temps, un peu comme le ramadan, sauf que tu vas jeûner pendant 16 heures et manger pendant 8 heures, par exemple. Donc, il y a un de mes fils qui fait ça. Voilà. Donc c'est une des raisons, c'est pas la seule raison, mais celui qui a étudié en médecine? Non, c'est celui qui a étudié en psychologie. Mais j'ai demandé pourquoi tu fais ça. Il dit, ça me fait du bien, puis tout ça. Fait que je trouvais pas que c'était complètement fou. Puis lui, c'est genre 8 heures le soir jusqu'à midi le lendemain. Comme ça, c'est la méthode la plus fréquente. Il y en a beaucoup qui font ça. J'ai été surpris. J'ai dit, faut que je parle de ça à Isabelle. Ça a été le déclic pour qu'on se parle ensemble. J'ai dit, puis là, je me suis mis à lire comme toi aussi sur les jeunes. J'ai vu qu'il y en a 4-5 gros là, qui sont assez populaires, mais lui, c'en est un majeur. C'est probablement le plus populaire au Québec en ce moment parce que t'as pas trop de concessions à faire dans le sens où... C'est 18 heures sans manger. 16 heures, mais il y a même une tendance qui est one meal a day, c'est un repas par jour. Puis ça, on le conseille moins parce que tu dis... Peu importe, matin, midi, soir, il faut t'en prendre juste un. Juste un. Puis le plus efficace semble le midi, pour pas trop manger le soir. Mais tu dis, comment tu fais pour atteindre tes besoins en vitamines, en minéraux, en protéines avec un seul repas dans ta journée? C'est à peu près impossible de rencontrer tes besoins pour pas avoir une fonte musculaire. C'est impossible. Donc, le 2 repas
pour les gens qui sont adeptes de cette forme-là de jeûne limité dans le temps, il faut quand même que tu répondes à tes besoins nutritifs. Bref, les études sur ces méthodes-là, j'ai sorti 41 publications pour dire ça marche-tu. Bon, d'abord, c'est pas juste pour la perte de poids, mais la plupart le font pour la perte de poids. OK. 27 essais cliniques, 41 articles sur ces 27 essais cliniques. Donc, c'est assez révélateur, c'est ça? Bien, écoute, la perte de poids n'est pas énorme. Hein? On parle de 0,8 à 13 maximum sur un an. Grosso modo, en moyenne, là, sur 3 mois, les gens sur le jeûne intermittent perdent 8 livres. C'est rien ou presque. Tu comprends? C'est très lent. C'est pas un régime sévère. Là, okay. C'est pas un régime sévère. Bon, par contre, pour une nutritionniste et docteur en nutrition, c'est moins dangereux, dans le fond, si c'est plus long terme, non? Oui, c'est du long terme, mais pourquoi tu perds du poids? C'est ça la question. C'est que finalement, tu manges pas le matin. Fait que mettons que toi, tu as l'habitude de manger 400 calories le matin. Je prends 2 toasts, beurre d'arachide. Bon. Oui, puis un verre de lait, mettons. Un verre de lait, bon. Et là, tu t'épargnes 400, 450 calories, tu n'as pas de collation le matin, tu commences à manger le midi. Tu as un peu plus faim, tu vas manger un petit peu plus. Il me semble que j'aurais très faim, mais non. Ben, il y a ça arrive-tu à s'équilibrer? Oui, la faim... J'aurais l'impression que je mangerais 8 toasts parce que j'ai pas mangé depuis le matin, mais c'est pas vrai. La faim est intense au début parce que c'est une modification de la leptine-gréline, les hormones de faim-satiété, mais après ça, ça se calme. Donc, ton corps devient habitué à ce jeûne-là le matin, puis la faim est vraiment plus stable. Si bien que le midi, tu manges un peu plus, mais pas tant que ça. OK. Vraiment pas tant que ça. Et finalement, tu arrêtes de manger à 8 heures. Qu'est-ce qu'ils font en majorité, les Québécois, le soir? Tu disais, faut pas grignoter. Ben c'est ça. Donc, c'est pas fou dans le sens où si tu grignotes pas. Il y a beaucoup de calories qui se consomment pas le soir parce que t'arrêtes de manger à 8 heures. Est-ce que tu dirais qu'en termes cliniques, c'est peut-être le plus équilibré de ceux que tu as vus dans les jeunes? En fait, ce qu'on constate, c'est que toute privation énergétique de calories te fait perdre du poids. Ça, c'en est une. Okay. Et c'est une façon que les gens trouvent facile. Mais pourquoi tu perds du poids? C'est qu'au bout de ta journée, il y a 400 calories de déficit parce que tu n'as pas déjeuné, puis tu grignotes pas le soir. Et ça fait en sorte que tu finis ta journée en déficit par rapport à tes besoins, et c'est ça qui fait perdre du poids. C'est pas le jeûne comme tel, c'est le fait de pas prendre ces calories. Voilà. Okay. En général, les études montrent qu'il y a 350 calories de déficit par jour. Fait que c'est pour ça que tu perds un petit peu moins qu'une livre par semaine, mais tu perds du poids. Mais si quelqu'un, moi, vient me voir au bureau puis dit, moi, le matin, Isabelle, je me forçais pour déjeuner parce qu'on me disait, c'est le repas le plus important. Ça fait dire ça toujours? Ben voilà. Mais moi, j'adore déjeuner, là. Fait que, tu sais, je suis pas là aujourd'hui pour dire je recommande ça, mais quelqu'un qui dit j'ai naturellement pas faim le matin, la faim se présente naturellement vers 11h ou 11h30 ou midi. Ah, là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça fait baisser l'insuline. On sait que l'hyperinsulinémie augmente le risque de différentes maladies chroniques. Ça fait baisser le taux de sucre. Donc, une personne diabétique, il y aurait un petit intérêt. Par contre, attention aux hypoglycémies, surtout si je prends une médication puis je mange pas, me retrouver en hypoglycémie. Tu peux perdre connaissance. Oui, tu peux perdre connaissance, ça peut être dangereux. Pas pour les femmes enceintes, pas pour les femmes allaitantes, pas pour les sportifs. Ça n'a pas de bon sens, là. Là, je suis folle. J'ai dit, faut il y a une grosse tendance chez les sportifs de faire le jeûne intermittent. Les études montrent qu'il va y avoir une fonte musculaire chez les sportifs. Fait qu'ils vont perdre des muscles. Fait que c'est pas gagnant à long terme. L'entraînement à jeun aussi, c'est prouvé que tu vas t'entraîner avec un petit peu moins d'intensité parce que tu finis par manquer un petit peu de carburant. On utilise premièrement les sucres qui s'entreposent dans le foie, dans les muscles, sous forme de glycogène. Une fois qu'on en a plus, on commence à piger dans le gras, mais ça demande de l'adaptation du corps. Et pour les athlètes, la plupart du temps, ça va diminuer leur performance, puis il va y avoir une fonte musculaire, comme le régime cétogène, où on a vu qu'il y avait une fonte musculaire aussi. Donc, c'est ça. Fait que le jeûne intermittent, oui et non. Oui, si toi, tu me dis, par exemple, regarde, moi, calculer des calories puis mesurer, j'ai horreur de ça. Toi, c'est facile, c'est l'heure, midi, 8 heures le soir. C'est fini. De 8 heures du soir à midi, je mange pas, puis après ça, je mange. Voilà. Fait que si quelqu'un me dit, c'est plus facile pour moi comme ça, moi, je vais m'assurer, comme experte en nutrition, que les 2 repas puis la collation d'après-midi sont équilibrés puis qu'ils rencontrent les besoins en protéines, en calcium, en vitamine D, en zinc, en sélénium et en tout. Fait que c'est ça notre rôle comme intervenante en nutrition.
Est-ce que tu t'es posé la question, on t'a lu là-dessus, sur le désir si grand des gens de faire, soit, tu parlais de cétogène tantôt, des régimes, les jeûnes, c'est constamment, on invente des nouvelles affaires, mais au total, c'est quoi? C'est toujours la même affaire. Se priver pour perdre du poids, dans le fond? Mais la motivation, c'est quoi de toutes ces patentes-là? C'est tellement drôle puis paradoxal en même temps parce qu'on voit vraiment les deux courants. Il y a un gros courant de nutritionnistes anti-régime. C'est le courant... Et actuellement, là, je dirais que les 3/4 des nutritionnistes, c'est les régimes ne marchent pas, on oublie ça, on travaille l'alimentation en pleine conscience, l'acceptation corporelle. C'est même rendu que si on a un client en excès de poids qui vient dans le bureau, on ne peut plus parler de poids parce que on est grossophobe. Donc, c'est rendu là. On se fait traiter de grossophobe et c'est ça. Parce que si je veux peser un client, on n'a même plus le droit. C'est le nouveau courant en nutrition. Je ne peux pas parler de poids à quelqu'un. Ouais. On ne peut plus rien dire. Tu sais, je peux plus parler de poids à quelqu'un à moins que lui m'en parle. Sinon, même s'il est diabétique, puis j'ai 100% intérêt à lui dire, il faudrait que tu réduises ton tour de taille, ça pourrait aider ta glycémie. J'ai pas le droit de lui dire, sauf si lui... Ça, c'est la nouvelle approche en nutrition. Je peux pas dire que je me reconnais là-dedans parce que moi, je suis vraiment peut-être l'ancienne approche. T'es diabétique, le facteur qui va le plus t'aider, c'est le tour de taille, puis on va travailler là-dessus. Ouais. Mais ça, c'est le nouveau courant des nutritionnistes, c'est ça. C'est vraiment l'approche anti-diète. On ne parle jamais de poids. On travaille les saines habitudes de vie, mais jamais avec un objectif de perte de poids. Puis, c'est un peu l'extrême. Non, c'est trop extrême. C'est parce que vraiment il y a probablement quelque chose entre les deux, là, voyons. C'est justement, moi, je trouve qu'on est vraiment comme trop à gauche là-dedans. Puis, tu sais, la prise en charge par la personne, c'est comme si on dit, t'es pas responsable du tout. C'est des facteurs génétiques, c'est l'environnement, c'est parce que t'as un McDo à côté de chez vous. Puis tes parents t'ont pas bien monté. Finalement, la faute est à tout le monde sauf toi. Sauf toi. Fait que c'est déresponsabiliser totalement la personne en lien avec son poids corporel. Tu n'es pas responsable de ton excès de poids. C'est la faute de tout le monde sauf de toi. Donc, tu sais, c'est l'obésité maintenant, c'est une maladie. Tu sais, c'est défini comme une maladie. Fait que ça veut dire que t'es pas responsable, on va te donner un médicament parce que c'est pas ta faute au lieu de travailler tes habitudes de vie. C'est moins fatigant, hein, dans le fond. C'est moins fatigant. Ça va être une chirurgie bariatrique ou la petite pilule parce que travailler les habitudes de vie, ça implique un engagement de ta part, mais surtout une reconnaissance que tu es responsable. Ça peut être la liposuction. Ou la liposuction ou, tu sais, la chirurgie bariatrique. Le shortcut, là, il y en a de plus en plus. Hein, de plus en plus. Fait que je trouve ça dommage, ce virage à gauche-là. Puis moi, je me retrouve pas là-dedans. Moi, je suis comme au centre parce que... t'es pas la vieille garde nécessairement, là. Non, parce que j'ai toujours inclus le comportement alimentaire puis travaillé avec des psychologues. Puis, tu sais, je suis vraiment dans une approche quand même bienveillante. Mais de là à dire, attention, t'es plus responsable de ton poids puis tout ça, je trouve ça exagéré. Toi, c'est quoi quand tu dis j'ai eu un succès avec une cliente ou un client? J'ai vraiment réussi. Réussi, c'est-tu réussi à atteindre les objectifs ou c'est quoi la réussite, tu juges comment pour un client, mettons? Bien, mes plus gros succès, en fait, ceux qui me font le plus de bien, c'est quand quelqu'un guérit d'un trouble alimentaire. Mettons quelqu'un qui a des compulsions tous les jours, 2 fois par jour, importante, puis qu'après ça, on passe à une compulsion semaine, puis après une compulsion par mois, puis après ça, une compulsion par année. Ça, c'est ma petite victoire. Je suis contente. Parce que j'adore travailler le volet psychologique. J'ai étudié en psycho avant d'étudier en nutrition, puis ce volet-là... Plus que jamais, j'imagine? Ah, vraiment. Parce que quand tu vois une cliente 40 fois, t'es rendu dans le psychologique après. T'as plus rien enseigné en nutrition. Fait que t'es vraiment rendu dans la relation avec les aliments, la gestion des émotions, les pensées alternatives positives, tout ça. Fait que j'aime ça, travailler là-dedans. Fait que ça, ou les gens qui viennent me voir dans les salons qu'on a pu et qui me disent « Ah, Isabelle, j'ai lâché ma médication d'hypertension, j'ai lâché ma pilule. Je fais mes affaires. Je fais du sport. J'en ai plein des témoignages de gens qui ont perdu 100 livres, 150 livres, qui le maintiennent, qui sont heureux. » Êtes-vous pris dans le monde de la nutrition avec les conspirationnistes? C'est-à-dire, je t'explique, il y a tellement on trouve toujours des bebelles Facebook, comme les top 10 des aliments contre le cancer, contre ci, contre ça. Finalement, on ne sait même plus si c'est vrai, mais je suis persuadé que ça correspond et ça alimente toutes les discussions et toutes les interrogations et tout
toute l'anxiété liée à l'alimentation. Ah, c'est clair. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, une amie qui dit « Ah non, hey, tu manges de ça, arrête, toi, c'est mauvais. Puis trop de bleuets, tu peux faire... » Tu te fais dire ça par quelqu'un que tu connais bien, puis tu sais pas trop d'où ça sort. Exact. Mais l'information en nutrition est tellement accessible, Gilles, partout maintenant, gratuite pour tout le monde. Puis il y a beaucoup de gens qui s'improvisent coach en nutrition aussi, puis qui véhiculent des données qui sont plus ou moins scientifiques. Puis il y a aussi toute la vague du courant du keto diet là, que j'ai été victime de cyber-intimidation là, il y a 2-3 ans. Ah, écœuré, tu dis, menace de mort. Non, mais au bureau, menace de mort au bureau. Écoute, parce que j'ai été la première à me prononcer dans les médias que, attention, c'est une approche riche en gras, ça peut augmenter le LDL, le risque cardiovasculaire. Qu'est-ce qui se passe avec le microbiote? Il y a plein de légumes qu'on peut pas manger. On peut presque pas manger de fruits. Il y a pas de produits céréaliers. Il y a rien. Mais tu penses la même chose encore aujourd'hui de ce que tu pensais? Ben oui, je pense la même chose. Puis le pire, c'est que toute la communauté des nutritionnistes, je pense la même chose. Mais il ne pas le dire. Et il y avait peur. T'as compris pourquoi il y avait peur? Hein? Il m'écrivait en douce, je me suis fait ramasser solide, et il m'écrivait en douce, « Ah, je suis tout cœur avec toi », mais il osait même pas le dire sur des pages publiques où les gens me blastaient. Et même mon ordre professionnel, j'ai dit, là, vous allez venir dans les médias avec moi. Puis il dit, c'est une gang de fous, on a peur d'eux. Ouais. C'est vraiment ce qu'on m'a répondu. J'ai été toute seule avec le pharmacien Olivier Bernard à descendre un peu cette approche-là. Lui, il est le fun aussi parce qu'il se tient debout en disant on va dire les vraies affaires, arrêtez. Là. Les vraies affaires, mais écoute, on s'est fait ramasser, là. Des menaces de mort. Ah oui, plein de menaces de mort. Ça n'a pas de sens. C'est comme, aujourd'hui, on est beaucoup croix ou meurt, tu sais, puis il y a des vegans comme ça aussi. Tu sais, moi qui est essentiellement végétarienne, j'ai fait des dossiers dans le Journal de Montréal sur les produits végétaliens en disant, regardez, c'est pas toujours plus santé, là. Faut pas parce que t'as le logo vegan que c'est un produit qui est wow. Les preuves étaient là aussi, souvent, les éléments dedans. Tu disais, il y a telle chose pas très bon. C'est transformé. C'est transformé, t'as plein de sel. Ouais. Fait que je disais ça, mais là, il y a plein de vegans là, qui m'ont rentré dedans. C'est des extrêmes aussi. Mais là, ça n'a pas d'allure. Comment qu'un nutritionniste peut dire que le végétalisme, c'est pas mieux? J'attends, c'est pas ça. Je dis, tu sais, c'est des gens là, qui tout de suite sautent aux conclusions. Là, que je suis prête à descendre le mouvement vegan. Mais c'est ça, c'est des extrêmes. Puis des extrêmes là, dans le cétogène, dans le mouvement vegan, ça n'a pas sa place. Puis d'ailleurs, tu sais, on peut-tu discuter, débattre sans tomber dans de l'agressivité, sans tomber dans des accusations, des attaques physiques, des attaques personnelles, des attaques, écoute, les gens qui m'ont descendu, ça n'a aucun sens. Là. Si bien que je faisais mes chroniques à Salut Bonjour, puis là, les trolls se mettaient sur la page Facebook de Salut Bonjour, TVA, de partout pour me descendre. Tu sais, me faire perdre presque des contrats que j'ai depuis plusieurs années, là. Ouais. Puis ça s'est pas amélioré ou ça s'est calmé? Écoute, ça s'est calmé le jour où Josée Arsenault, qui fait de la radio, justement, à Québec, a dit, là, ça suffit, là. Elle est pro, c'est tout, là. Elle a fait plusieurs livres là-dessus. Et même sa co-auteure m'avait descendu comme ça se peut pas publiquement. Et elle a dit, on a fait un débat, mais harmonieux, à la radio. Et puis, justement, elle dit, là, la communauté, je vous invite au respect. Là. On n'est pas obligé de penser de la même façon, mais on peut-tu se respecter dans les différences? Et ça a fait que ça s'est calmé beaucoup, beaucoup. Mais j'ai été quand même 1 an et demi toute seule, non protégée par mon ordre, non protégée par les nutris qui avaient peur aussi. Qui t'écrivaient privément, mais qui n'osaient pas publiquement. Qui n'osaient pas publiquement. Et publiquement, il y en a 5 sur 3000 qui ont osé me supporter. Si je te donnais la liste de mes collègues et anciens collègues de radio qui m'ont écrit privément, c'est des centaines. C'est des centaines, mais publiquement, personne. Ils ont toute peur de perdre leur job puis de se faire... Je les comprends, d'une certaine façon, parce que, tu sais, il y a autre temps, autre mœurs, il y a des situations qui sont embarrassantes, mais je te dirais que le courage, là, c'est un peu étiolé. Là. Le courage, tu as tellement raison. C'est plus difficile. Puis quand tu as des acquis à perdre, je peux comprendre. Moi, je suis rendu ailleurs, mais c'est ça qui était décevant. Tu te dis, s'il y avait juste quelqu'un qui avait juste
un peu comme certains cas où ils ont été soutenus, mais c'est plus difficile. Puis les entreprises ne perdent pas de temps non plus. Les grandes entreprises ne veulent pas que ça brasse, ils ont peur des réseaux sociaux, ils ont peur de leur image. C'est ça. C'est normal. Écoute, ça s'explique pour eux, mais en même temps, ça fait quelque chose qui va être de plus en plus plane. Puis on comprend le woke, là, tu sais. Ben oui, c'est en plein ça. On est là-dedans. Là. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Tu sais, c'est rendu, ça n'a pas de bon mais sens. Je pensais pas que dans votre domaine, c'était fort de même. Oui, c'est très fort dans notre domaine. Puis à un moment donné, ça va prendre un retour à l'équilibre, là. Ça t'a-tu écœuré au point où des fois tu as dit, là, je lâche tous les réseaux sociaux? T'as-tu pensé à ça? Oui, j'ai lâché. Ben j'ai lâché dans le sens où j'ai engagé quelqu'un sur Facebook pour, tu sais, je passais, c'est du temps à répondre à tout le monde sur Facebook, puis ça m'atteignait trop. Ben oui. Je répondais aux commentaires négatifs, tu sais, puis c'est sûr que si t'as, mettons, tu sais, j'ai peut-être 300 messages par jour, si je n'avais 50 des négatifs, si tu mets toute ton énergie là-dessus, ça n'a pas de sens. Fait que j'ai carrément arrêté de répondre. J'ai engagé quelqu'un pour répondre pour moi. Puis j'ai dit, regarde, les négatifs, tu me le fais pas savoir, puis c'est tout. T'sais? Non, puis ils vont être là tout le temps. Non, parce qu'au début, je répondais, puis là, ça continuait, là. Et sais-tu qu'est-ce qui est plate? C'est que c'est pas un reflet de la société, malgré ce qu'on pense. Parce que, prends le gouvernement, mettons, les gens vont dire, ce que tu entends comme critique, c'est Legault, ça gagne là, Ouais. Mais dans la réalité, quand les sondages... Même chose avec la bombe à Québec. Ben oui. La bombe vient de se retirer. Je le sais. 80% des gens, et c'est le plus haut score de l'histoire d'un maire à Québec. Très apprécié. Oui, sauf qu'on entendait juste ces chiens-là. Puis la même chose avec M. Legault. M. Legault, il est à 70%. S'il y avait une élection, il rentrerait une main dans le dos. Écoute, ils ont aussi des menaces de mort, Christian Dubé et compagnie. Puis tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens. Parce qu'ils prennent des décisions. Fait que ce que tu vis, c'est pas le reflet. C'est pas tout le monde qui pense que tu dis des choses qui sont ça parce que les gens te lisent, puis te suivent, puis ils consultent. Ouais. L'équilibre, c'est ça aussi. C'est que ceux qui s'impliquent pas puis qui prennent pas de temps sur les réseaux sociaux, ça veut pas dire qu'ils sont d'accord ou pas d'accord. Ça veut dire qu'ils font autre chose. Voilà. Ça peut être une perte de temps aussi. Ouais. Ben écoute, on espère que tu vas continuer longtemps. Oui, ben oui, tout à fait. Là, as-tu une dernière question pour moi? Ah, peut-être. J'ai toujours des questions des gens qui m'en laissent, fait que je vais t'en poser des petites questions à rafale. On finit là-dessus. Est-ce que c'est encore vrai qu'il faut boire 1 à 2 litres d'eau par jour? Oui, 2,2 litres. Ça? Ah, écoute, la peau? Écoute, la peau bien hydratée, tout le fonctionnement cellulaire, pour pas tomber en hypotension, on a besoin de boire, je dirais 2,2 litres pour la femme, 2,8 pour l'homme. OK. Pour éliminer aussi, tu sais, ça oui. Puis même prévenir la constipation, on a besoin de boire. OK. Et on boit pas assez, dans le fond. On boit pas assez. Puis l'eau, les bouillons, le thé, le café hydratent. Tout ça, ça hydrate. Le café, 2 cafés par jour, contribue à l'hydratation. C'est sûr que 3 et plus, il y a un petit effet diurétique. Donc, les liquides, un verre de lait, ça compte dans l'hydratation. Bon, pro et prébiotiques, est-ce que j'en ai besoin? Autrement dit, faut que je n'ajoute, faut que je n'ajoute, faut que je n'achète, faut que j'ai des pilules. Tellement fascinant. Probablement que oui, mais la science est tellement en évolution sur le microbiote. Hein. On a 100 000 milliards de micro-organismes et quand l'intestin est défavorable, plus d'inflammation, plus de dépression, plus la santé physique et psychologique est affectée. Fait que ça prend des fibres, des probiotiques, des prébiotiques. Mais quelle souche, en quelle quantité, l'avenir nous le dira. Parce que là, pour l'instant, tout le monde se jette ses probiotiques en capsule. Je comprends, mais il faut comprendre que chaque souche a une action spécifique et une dose requise pour cette action-là. Fait que plus de millions de bactéries ou de milliards de bactéries ne veut pas nécessairement dire mieux. Ça dépend de la souche. Et c'est fascinant, ce monde-là du microbiote. Un peu complexe, par exemple? Oui, un peu complexe. Il n'y a pas de danger si on prend un petit yogourt, parce que quand ils disent avec, il n'y en a quasiment pas. Ben non, le yogourt, c'est parfait. Le kéfir, tous les aliments fermentés, c'est super bon. OK. Lait de vache ou boisson végétale? Ah, ben moi, je suis... Parce qu'il y en a qui sont anti-lait de vache. Moi, je suis lait. Moi, j'adore le lait. Puis, c'est du lait canadien. J'adore encourager notre économie. 15 verres par jour, là. Ben non, c'est ça. Pas plus que 4 verres et plus augmente le risque de cancer de la prostate. Les études sont pas claires sur quel mécanisme dans le lait. Boisson de soya, la meilleure des boissons végétales, des phytoestrogènes, la plus protéinée des boissons végétales, parce qu'une boisson de riz, boisson d'amande, tout ça, il manque de protéines, 1 ou 2 grammes de protéines. Sachant qu'on a besoin de 20 grammes à 30 grammes de protéines par repas, j'irais avec une boisson de soya ou un verre de lait. Pour maigrir, éliminer les glucides, vrai ou faux? Modérer les glucides. Modérer, bon. Pas les éliminer. Moi, je dirais à peu près
45 des calories. Glucides, c'est les sucres, ça? Oui, mais même pain, pâtes, tout ça, c'est bon, faut pas les couper. Faut en manger, mais on en mange trop. Fait qu'un apport à peu près 45 des calories sous forme de glucides, c'est conseillé, mais moins de sucre, par contre. Pas de sucre raffiné, jus, etc. Bon, les questions qui reviennent souvent. Est-ce que je dois manger quand j'ai faim ou à des horaires réguliers, même si j'ai pas faim? Quand on a faim, mais tu sais, socialement, c'est dur, là. T'as faim à 4 heures, tu soupes-tu loin de ta famille, tout ça, tu sais, il faut s'adapter. Alors que le souper va se faire à 7 heures le soir. Exactement. Fait que, tu sais, quand t'as faim, mais je dirais, quand t'as faim, prends au moins une collation. Parce que si t'attends trop, parce que t'as faim, tu vas avoir trop faim et c'est là où il y a des dérapages incontrôlables. Dernière question, collation. Oui ou non? Es-tu pour ça, toi, la collation? Ben, pas systématiquement. Moi, j'ai besoin de collation. Encore là, entre les repas. Normalement, manger aux 3-4 heures, c'est conseillé. Mais quelqu'un qui n'a pas faim entre les repas, je ne vais pas y imposer de se forcer à manger parce qu'il faut prendre une collation. OK, parfait. Alors, là, c'est-tu isabellehuot.com? Je ne sais plus, Kilo Solutions. Oui! C'est quoi le site Internet? Non, là, c'est isabellehuot.com. Et puis, j'ai plein de nouveautés. Là, j'ai toutes sortes de nouveaux produits, collations, céréales, tartinades. Je viens de lancer des boules d'énergie. Ça marche-tu, tes affaires? Es-tu contente? Oui, bien... Tu sais, je te dis à quel point j'ai eu de la difficulté en affaires depuis longtemps, mais la pandémie a été bénéfique. Fait que je peux dire qu'enfin, j'ai des beaux chiffres. Et voilà, ça a été porteur pour moi pour les visites sur ma boutique en ligne, puis les achats sur la boutique en ligne. Puis j'ai plein d'affaires qui s'en viennent, même une bûche de Noël santé. Oh! Ah, va être bonne? Elle est bonne. Okay. Elle est bonne en tas. C'est vraiment comme, tu peux pas croire qu'il y a 50 moins de sucre et 30 moins de gras. OK, tu vas vendre ça, toi, là? On va vendre ça. Congelé ou comment? Congelé. OK. On surveille ça. isabellehuot.com pour plus d'informations. Merci, Isabelle. Un grand plaisir. Salut. Merci, Gilles.